Alors, je voudrais vous dire merci. Merci parce que quand je vous vois là ce soir, je me dis que je ne suis pas la seule à être folle et qu'il y a quand même des gens aussi fous que moi pour venir parler d'échecs et de rebond, de résilience. Merci d'avoir bravé le métro, la RATP. Reste à cité payée. Ils portent très bien leur nom. Donc, merci d'être là du fond du cœur, sincèrement. Ça me donne de la force et l'envie de continuer encore et encore. Ce soir, donc, comme je vous l'expliquais, on parle de rebond, on parle de résilience. Et ma première invitée est une femme juste extraordinaire. Elle est iconoclaste, j'aime à le dire. Elle est audacieuse. Elle était timide et aujourd'hui, c'est une grande gueule. On applaudit avec beaucoup d'enthousiasme Joëlle Dago-Seri. Merci. Merci Joëlle d'être là ce soir. Mais merci à toi de me recevoir. Merci pour ton invitation. Puis merci à ceux qui sont venus assister à l'émission. À We Talk. Donc, je t'ai présenté un petit peu. Et pour me mettre en jambe, en général, dans mon podcast, c'est un peu comme le magnifique tableau que j'ai vu chez toi. Oui, parce que je suis allée chez elle. Et je prends une photo à un instant T de mes invités et je leur raconte un conte qui, pour moi, c'est, je l'ai imaginé, comment dire ça, ça n'engage que moi, ce sont mes mots, mais c'est le cadeau que j'ai envie de t'offrir là, tout de suite, pour te présenter à ceux qui sont là et après, tu pourras dire toi qui tu es. Est-ce que tu es prête? Oui. Et c'est un conte. Hein, donc, Il était une fois une autodidacte, une audacieuse dans l'âme qui a réussi à faire de sa timidité sa plus grande force. Joëlle Dago-Seri naît et grandit dans une fratrie de 14 enfants. Son arrivée est célébrée en grande pompe. Elle est tant attendue, la petite fille qui viendra adoucir la tribu déjà bien remplie de vaillants garçons. Joëlle est comblée d'amour, sa joie de vivre déborde dans ce foyer. Mais que serait la vie sans son lot d'épreuves? À ses 8 ans, les parents de Joëlle divorcent. Une partie de son âme se déchire. Maman refait sa vie avec un homme qui ne saura pas l'aimer à sa juste valeur. Joëlle assiste impuissante à la violence conjugale de ce nouveau foyer. Pour échapper à cette brutalité soudaine, Joëlle a une astuce. Elle se crée un monde imaginaire, un univers où l'amour est à sa place. Elle y trouve du réconfort et s'y réfugie autant que faire se peut. Mais, sans s'en rendre compte, ce monde la coupe progressivement des autres. C'est le début de la timidité qui va lui coller à la peau pendant plus de 20 ans. Un lourd fardeau au quotidien. Face aux épreuves, cette forme de mutisme l'empêche de faire entendre sa voix. Discrimination dans sa recherche de logement, rupture d'un contrat de travail, son absence de leadership devient un poison. Puis un jour, l'épiphanie. Joëlle se rend compte qu'elle seule détient la clé de sa réussite. En elle réside la puissance pour s'élever et transformer sa vie. Sa parole se libère progressivement. Elle réussit à s'exprimer jusqu'à ce vendredi de février 2016. Sur plus de 1000 candidats inscrits pour intégrer un talk show de la liberté d'expression, Joëlle devient une grande gueule. Désormais, sa voix compte. Oh, dis donc. Je pense que tu vas écrire mon livre. Ah, mais écoute, avec plaisir. Tu racontes tellement bien ma vie. Bah écoute. Où est-ce que tu es partie chercher tout ça? Ah, mais écoute, je suis une fouineuse, je fouille. Ah oui, t'as bien fouillé. Ah oui, j'ai bien fouillé. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es aujourd'hui une grande gueule, comme j'ai dit, l'émission qui passe sur RMC. Tu viens de banlieue, parce que c'est comme ça qu'ils t'ont un petit peu présenté au début. Oui, tu viens de banlieue, tu as travaillé dans le logement social. Et tu arrives là dans ce milieu, j'ai envie de dire, un peu cossu, blindé, enfin voilà. Et ces gens qui sont si légitimes pour parler d'actualité, pour commenter ce qui se passe dans le monde et en France. Comment s'est passé ce choc culturel? Je l'ai pas senti tout de suite. Oui. Comme je suis un peu dingo, donc je suis arrivée un peu comme une dingo, c'est-à-dire que bon, déjà je suis passée par un casting et donc je l'ai fait pour le faire, mais j'ai pas réellement pensé que j'allais être sélectionnée. Je l'ai fait parce que justement, comme tu l'as si bien dit, j'étais une timide et que il y a quelques années avant que j'intègre l'émission, je m'étais promis que je me dirais plus jamais non et que je laisserais les autres me dire non. Waouh. Voilà, parce que je m'étais assez dit non en tant que timide. Non, tu peux pas faire ça, mais non, t'as pas ça, mais non, tu sais pas parler, mais non, machin. Et donc, je m'étais dit,
toi, tu te dis oui, il faut accepter que les gens disent non, non, vous ne pouvez pas intégrer notre société, non, vous pouvez pas intégrer notre émission, voilà. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit que j'avais fait ça. Et je me disais, ouais, ils vont me dire non. De toute façon, je pense qu'on doit être des millions à envoyer une vidéo, une candidature. Donc, pourquoi moi, j'ai pas le profil? Parce que moi, c'est une émission que j'écoutais depuis quelques années. Oui. Et je voyais un peu les profils. J'ai que le bac. Comme tu l'as dit, je suis autodidacte. J'ai pas vraiment le profil. Donc, je me suis dit, bon, allez, tu le fais pour le faire. Et ben, patatras, c'est bien tombé sur moi. Ça m'apprendra. Et maintenant, tout le monde t'écoute. Ouais, exactement. Et donc, sur le coup, moi, j'ai fait, parce qu'il faut comprendre que la première émission, c'était une émission de test. Oui. Donc, j'ai fait l'émission de test en me disant, ah, c'est bon, tu l'as fait, maintenant, rentre chez toi. Patatras, il m'appelle pour me dire, c'est vous qui êtes retenu. Waouh. Et donc, comment on se sent quand c'est Alain Marchal qui t'appelle et qui te dit... C'est Olivier Truchot qui m'appelle et qui me dit, assieds-toi parce que c'est toi. Et là, il faut comprendre que moi, j'étais une salariée. Enfin, je suis une salariée dans le logement social, une salariée de tout ce qui est le plus bateau, une agent de maîtrise, comme on dit. Je travaille 5 jours sur 7 à temps plein. Oui. Je vois pas, j'ai fait cette dinguerie, comme on dit, mais je vois pas comment je vais intégrer ça en réalité dans ma vie. Donc, à la base, tu es fan de l'émission et tu te dis... j'écoute, je suis une auditrice, voilà. Et puis, on me dit, c'est toi, il faut que tu viennes au moins une fois par semaine. Là, il faut maintenant que j'appelle mon employeur pour lui dire, allô, monsieur, en fait, vous savez quoi, j'ai passé un casting. Et j'ai été retenue. Ouais, j'ai été retenue et voilà, je serai pas là une fois par semaine. Donc, alors c'est génial parce que mon directeur d'agence était super sympa. Voilà, on s'entendait super bien. Il m'a dit, écoutez, Joël, allez-y, voyez ce que ça donne. On va vous laisser, prenez des RTT. Enfin, je prenais des demi-RTT puisque c'est le matin. Et voyez. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que quand tu parles de choc, en fait, c'est petit à petit en faisant la 2e, 3e, 4e émission que tu sens, parce que là, tu te dis, ah oui, j'y suis vraiment là. J'y suis vraiment. Et que tu vois les gens qui sont en face de toi quand même, enfin, en face de moi. J'ai plutôt des avocats ou des chefs d'entreprise. Est-ce qu'on t'a fait ressentir que tu étais légitime dans ton une seule personne. Alors ils sont tous géniaux, vraiment. C'est des amours. Mais une seule personne dont je tairai le nom. C'était ma 2e émission. Oui. Et elle m'a même pas dit bonjour, même pas calculé. Enfin, on a fait le débat bien sûr, mais. Et tu t'es sentie comment à ce moment-là? Je me suis sentie mal. Ouais. Je me suis sentie mal, mais après, c'est une émission qui est en direct, donc c'est un peu show must go on, hein. On peut pas, c'est pas comme une émission qui est enregistrée, qui est montée. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est un peu show must go on. Donc il faut en plus, ça dure 3 heures, donc il faut tenir la face. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que, il y a le débat, mais après, il y a la pub. Et pendant les pubs, on rigole ensemble et tout. Et là, quand t'as quelqu'un qui veut pas te parler, qui te tourne le dos, qui te calcule pas, comment tu as fait pour surmonter ça? Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur? Oui, complètement. Comment on gère ça après? Complètement. Comment on se relève de à ça? chaque fin d'émission, je me disais, c'est nul ce que t'as dit. Ah oui, tu te dis ça quand même? Ah ouais, mais vraiment, pendant, je dirais, quelques mois. Enfin, quelques mois. C'est nul, machin. Même si on me disait c'est génial, parce qu'en fait, ils sont super, ils sont super. Oui. Donc, ils te disent vraiment, c'était super, c'est bien, machin, continue comme ça et tout. Mais toi, t'entends pas ça, parce que quand t'as un syndrome de l'imposteur, t'entends pas tout ça. Tu te dis, ils disent ça parce que ils sont sympas, etc. Oui. Et donc, tu rentres et tu dis, mais pourquoi? Et tu te refais les 3 heures. 3 heures, c'est long. Donc, quand tu te les refais, en plus ça te prend toute la journée. C'est long, ça fait 6 heures. Ça fait 6 heures d'émission. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tu te refais un peu chacune de tes interventions. Et tu te dis, mais non, mais pourquoi j'ai pas dit ça? En plus, j'avais bossé ça. J'aurais dû dire ça, mais non, c'est nul. Ah là là, machin. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Pump it up. D'ailleurs, tu es une ancienne timide. Ouais. Est-ce que tu penses que, parce que tu es née dans une famille de 14 enfants, est-ce que c'est l'une des raisons, à ton avis, pour lesquelles tu te retrouves à faire de la télé? Est-ce que c'est pour qu'on te voit? Est-ce que dans ta famille, tu te sentais exister dans ton individualité? Il y a eu plusieurs phases. Il faut savoir que je suis la 7e enfant et je suis la première fille après 6 garçons. Oh, quand même. Donc, quand vous êtes la première fille après 6 garçons, je peux vous dire que votre individualité, c'est un peu sous les bottes. Hein. Donc, et en plus, j'ai été éduquée dans une famille africaine avec des codes d'éducation et culturels qui sont très hiérarchisés. Oui. Donc, c'est une éducation qui est assez stricte.
en plus africaine et en plus religieuse, donc c'était une éducation qui était assez stricte. Oui. Donc il y avait ce qu'on appliquait, le droit d'aînesse, en gros. Oui, bien sûr. Et donc je devais respecter mes 6 grands frères, ça fait des couches à respecter, plus mes parents. Et quand il parle, on ne doit pas répondre. Hein. Exactement. Il a toujours raison. Le nom n'existe pas. Oui. On dit pas non à ses parents, on dit pas non à ses grands frères, on dit non à personne de toute façon. Donc c'est pas. J'étais une bonne fille. D'accord. Je suis la première fille, donc tout de suite on m'a fait comprendre que j'étais l'exemple. Ah oui, quand même. Voilà, même s'il y avait des grands frères, mais je devais être l'exemple. Je suis la première fille née en France parce que mes 6 grands frères étaient nés en Côte d'Ivoire et ils sont venus avec mes parents. Moi, je suis la première enfant qui est née en France, donc après tout ils le viennent reste avec pareil. un background culturel quand même Voilà. différent. Et donc oui. j'avais mes parents ont fait ce voyage, c'est pour quelque chose. Oui. Et Finalement, je suis la première le née choc ici. culturel, finalement, tu l'as un petit peu vécu au sein de ta propre famille. Bah oui, enfin. Culturel. Tu sais, comme je dis, oui. Nicole, quand je sors, je suis en France. Quand je rentre, c'est un peu comme l'ambassade. Quand tu rentres, t'es t'es dans un autre pays, t'es en Côte d'Ivoire. Donc, on mange la ticket, tout exactement. Ça. Les codes culturels, la façon de parler. Enfin, c'est même pas, je parle même pas de dialecte ou de langue. C'est même pas ça. La façon de t'adresser aux gens et tout, c'est pas du tout la même chose. Et donc, t'as cette capacité à switcher entre des mondes et à être un peu double. À t'affirmer. Comment tu t'affirmes donc? Non. Qu'est-ce que tu me parles là? On s'affirme pas. Et non, donc, je m'affirme pas, j'obéis. Voilà, et c'est comme ça que j'ai grandi. J'obéis, c'est tout. Après, je peux m'affirmer. Au fur et à mesure, j'ai des petits frères et sœurs, donc du coup, puisqu'il y en a encore 7 derrière moi, donc petit à petit, je suis devenue aussi une grande sœur, et donc quelqu'un qui pouvait entre guillemets s'affirmer sur mes petits frères et sœurs, mais j'étais surtout quelqu'un qui obéit. La psy de comptoir donc te demande, est-ce que c'est une question très fermée, est-ce que donc tu penses que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu te retrouves à faire la télé? Pour t'affirmer, pour te dire... Non, parce que en fait, je sais pas. Déjà, ce qui m'a amené à la télé, c'est les sujets. Parce que j'ai toujours aimé regarder la politique. Mon père était un militant d'un parti, etc. Donc, j'ai toujours un peu baigné dedans. D'accord. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, j'ai commencé par de la radio. Moi, c'était pas de la télé à l'époque. D'accord. Et donc, moi, pour moi, j'allais dans un petit truc. Personne ne me voit, ni vu, ni connu. C'est tranquille. Et c'est devenu de la télé ensuite. D'accord. Quelques mois après. Donc, c'était pas programmé. Je me disais pas, je vais à la télé. D'accord. Mais après, c'est vrai qu'en grandissant, en ayant des petits frères et tout, j'ai appris à être au milieu d'une table. Ça, c'est clair. Avec du brouhaha, avec des gens qui te parlent, avec voilà tes frères qui essayent un peu de trucs. Mais toi, tu grandis et tu commences à leur dire non, mais calmez-vous et tout, etc. Respecter, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai cette capacité à être là alors qu'il y a des gens qui sont au-dessus de moi, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Ok, très bien. We Talk, on parle d'échec. Quelle est ta définition de l'échec? J'ai pas vraiment de définition. Je te dirais plus une émotion qui va avec. D'accord. Mais qui s'est un peu transformée. Donc, on va dire avant, quand j'étais moins confiante que maintenant, l'échec pour moi, c'était la honte, la culpabilité. Ah, je connais ça. Ouais, la culpabilité, mais aussi quelque chose à ne jamais toucher. Interdit. C'était quelque chose d'interdit. Parce que déjà, j'ai une éducation qui disait, vous devez à l'école, vous devez réussir, vous devez machin. Donc, il y avait déjà ça. Donc, j'ai développé une sorte de perfectionnisme. Mais c'était plutôt de l'interdit. Et si, malheureusement, je touchais à l'échec, un peu comme quand j'ai été virée, là, j'ai eu honte, je me sentais coupable, nulle, etc. Donc, c'est plus associé à des émotions. Et puis maintenant, avec le temps, c'est presque comme, ah ouais, c'est comme ça. Ok, on va voir demain. Donc, voilà. Donc, en fait, comme j'ai dit au début, au démarrage, une occasion de rebondir. Oui. Est-ce que tu peux partager avec nous un moment inédit, mais vraiment, ton plus grand échec selon toi de toute ta vie? Ici, on a We Talk, c'est une safe place. Tout ce qui est dit ici reste ici. On va dire celui qui m'a le plus marqué, c'est ce qui m'a emmené à vaincre ma timidité, à travailler sur moi. Donc c'est justement cette expérience. Il faut savoir que, comme je t'ai dit, moi j'ai que le bac, donc je m'étais dit, tu vas te faire par le travail. Je suis très attachée à ça, par le travail. Et cette entreprise qui va employer, j'étais super contente parce que c'était un grand groupe international. Je me disais, enfin, là, ça y est, tu vas avoir ton CDI, tu vas bosser, tu vas montrer ce que tu vas montrer ce que tu vaux, etc. Oui. Bah oui, j'ai montré ce que je valais sur le papier parce que techniquement, ça tout allait bien, mais j'étais renfermée, je parlais pas aux gens, etc. Et au bout d'un an, parce que en fait, c'était un CDD d'un an qui devait déboucher automatiquement. C'était vraiment fait comme ça sur un CDI. Et quand ils m'ont reçu pour me dire, écoutez, on va pas vous garder, etc. Je l'ai vécu comme
mais une vraie déception et presque, mais tu vas jamais te construire, ma pauvre et tout. Wow. Ouais, mais vraiment, parce que je m'étais tellement donnée, j'étais tellement contente. En plus, j'étais venue voir mon père. Ouais, regarde, j'ai eu ça, machin. Donc, voilà. Mais comment tu as réussi à transformer l'essai? Comment tu as... Bon, d'abord, j'ai bien pleuré. Oui, il faut pleurer. Hein. Voilà, il faut pleurer, il faut accepter. On est à l'aise, on a échoué. Il faut accepter. Ouais. Et puis après, je me suis dit, non, ça va pas continuer comme ça. D'accord. Ça va pas continuer comme ça. C'est à ce moment-là que tu prends la décision, tu te dis... donc, c'est le moment, on va dire, charnière. Exactement. Je me suis dit, ça, c'est pas la femme que tu imagines. À l'époque, j'étais encore un peu plus jeune, j'avais moins de 30 ans. Oui. Donc, mais je me disais, non, ça, c'est pas la vie que tu imagines. Et en plus, j'ai aussi, alors ça, c'est un peu un truc de famille. Oui. Je me disais, non, ça, c'est pas l'image familiale. Ça va pas avec le branding de la Gossérie. Toi, tu peux pas continuer comme ça, tu vois. Et donc, ouais, c'est là, j'ai commencé à dire, non, je vais travailler sur moi et ça, c'est terminé. Plus jamais. D'accord. OK. Plus jamais pour cette raison, en tout cas. Plus jamais. Au moins, ce moment-là a changé, a été décisif pour ta vie. Ouais. Comme quoi, cet échec... Enfin, oui, c'est le fait qu'on n'a pas renouvelé ton contrat, que on t'est licencié, viré. Ça a été un moment qui t'a permis de prendre la bonne décision pour ta vie. Oui, parce qu'en réalité, je savais que j'avais un souci. Hein. J'avais déjà fait d'autres contrats avant. Oui. Je le savais, mais tu penses toujours que tu peux avancer comme ça. C'est pas grave. Tu crois même que ça va pas changer, que t'es comme ça, en fait. Oui. Mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, mais attends, tu vas aller où comme ça, ma pauvre? Non, quoi, en fait, un échec, c'est finalement un électrochoc, parfois. On se dit, là, c'est bon, là, maintenant, ma vieille, tu te prends en main et tu changes les choses. Sinon, on peut pas vouloir quelque chose de différent et faire tout le temps les mêmes choses. Ça ne produit pas de résultats différents. Après, il y a des échecs qui sont là exprès. Enfin, quand je dis exprès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Oui. Et tu vois, juste avant d'intégrer l'émission, je le partage parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes aussi, mais c'est pas un sujet. Moi, j'ai de l'endométriose. Je fais de l'endométriose. Et donc, c'est très difficile pour moi. Enfin, c'est très difficile pour avoir ma fille. Oui. Je l'ai eu par la grâce de Dieu. Et puis à un moment, j'ai voulu refaire un autre enfant. Et non, c'était impossible, etc. Donc j'ai fait un traitement de fertilité, etc. Et la veille de ce qu'on appelle une fécondation, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient perdu mes embryons. What? Ce qui n'arrive jamais. Et ils avaient très peur que je porte plainte contre l'hôpital. Wow. Et ça n'arrive. Ils m'ont dit, ça fait 25 ans qu'on fait ça. On sait pas ce qui s'est passé, etc. Et tu sais, c'est bizarre, j'ai réfléchi et je me suis dit, parce qu'effectivement, il fallait repartir dans un autre protocole et tout, et donc il y a une période d'intervalle qui était... Je me suis dit, c'est impossible parce que je suis croyante, donc je me suis dit, c'est impossible que Dieu fasse ça. Pour rien, c'est pas possible, c'est impossible. Il sait à quel point je veux un autre enfant. Oui. C'est un hôpital très sérieux, ils m'ont même dit, ça nous est jamais arrivé, etc. Donc, c'est impossible que ce soit juste comme ça. Oui. Et le lendemain, donc j'allais au travail... Et j'avais écouté le podcast de l'émission, comme d'habitude, enfin l'émission en direct. Oui. Et ils repassent l'annonce de « Oui, casting, il vous reste 3 jours, machin et tout. » Je dis, tu sais quoi? J'ai acheté une perche à selfie, première perche à selfie que j'ai achetée de ma vie. J'allais sur Amazon, livraison 24 heures. J'ai acheté une perche à selfie. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de la passer, mais une vidéo dans ma salle de bain à 1h du matin, pas maquillée, n'importe comment. J'ai dit, tu sais quoi? Je l'envoie. Et je l'ai envoyé, ils m'ont dit, venez faire une émission test. Waouh! Ah, mais c'est extraordinaire. Il faut qu'on l'applaudisse quand même. Mine de rien, tu viens d'apprendre qu'on a perdu tes ovocytes, que tu pourras pas avoir un deuxième enfant. Et c'est là où tu trouves suffisamment de force. Après, il fallait encaisser. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je crois toujours, enfin, tu sais, je crois que vraiment, Dieu me veut du bien. Oui. Et je me dis, s'il m'enlève un truc que je veux autant qu'il y ait du bien à un enfant, qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux? Je dis, c'est impossible que ce soit juste comme ça pour dire, allez, on a perdu vos os. C'est impossible. Oui. Et je me suis dit, il y a un truc, je sais pas c'est quoi, mais s'il ferme une telle porte, c'est qu'il y a un autre truc. C'est pas possible. Oui. Mais il faut qu'on retienne ça. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça, c'est l'instant true talk, même si tu as parlé, on parle vrai là depuis, et c'est génial. J'aime à dire qu'on ne se fait pas tout seul. Il y a des détracteurs, ceux qui nous poussent un peu dans le retranchement. Il y a une rencontre fortuite, quelqu'un qu'on rencontre, il dit une parole, il ne s'en rend même pas compte, mais ça change un peu le cours de notre vie. Et puis, il y a la personne providence qui nous donne notre chance alors que personne d'autre ne l'aurait fait. Toi, quelle est la pire situation dans laquelle un détracteur t'a mise?
Tu sais, les détracteurs, j'en ai beaucoup. Hein. Ça, alors je peux là, te dire. Allez, aller en pioche, on en prend une. Non, mais parce que... alors, c'est très... Là, tu me fais raconter des trucs, dis donc. Ah, mais oui, avoue. Non, mais on est là, hein, on parle. Tout ce qui s'est dit ici reste C'est ici. bizarre parce que mon détracteur a été celui qui m'a emmené vers, justement, à faire cette émission. Oui. C'est trop bizarre. Alors, je vais t'expliquer. Moi, je travaille et j'ai un chef de service et que j'aime beaucoup à l'époque et tout. Il est vraiment top et tout. Oui. Et moi, je suis la seule à écouter la radio en travaillant. Et moi, j'écoute la radio Europe 1. Et il rentre dans le bureau un jour et il me dit, c'est pas ça que tu dois écouter, parce qu'il me connaît, il connaît mes goûts. Et j'écoutais Europe 1, mais c'était un jeu un peu de culture générale. Oui. Et il me dit, c'est pas ça que tu dois écouter. Tu dois écouter une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules sur RMC. Et moi, je dis, c'est quoi ce truc? Il me dit, bah, demain, parce qu'à l'époque, c'était à 10h. Il m'a dit, demain, à 10h, tu mets RMC et tu vas voir que ça, c'est pour toi. Eh ben. Et j'ai dit, ah ouais? Je dis, bon, ok. Donc, le lendemain, je reviens au bureau. J'ai dit, je commence à écouter Europe 1. Quand je dis, ah oui, il m'avait dit un truc et tout. Donc, je change la station de radio et j'écoute et je dis, oh, j'adore, mais attends, mais grave. Mais en fait, ton détracteur, en fait, c'était ta rencontre fortuite. Oui, mais attends, alors. Après, donc, moi, quand j'intègre l'émission, oui. Et là, il écoute. Et là, il vient me voir dans le bureau et il me dit, franchement, t'étais nul. Mais vraiment, hein. Mais je te jure, j'étais choquée. Mais il vient me voir dans quoi d'avoir fait Non, mais il m'a dit, je t'ai écouté, c'était bof. Ok. Et j'étais choquée que ça vienne de lui parce que c'est quand même, sans lui, franchement, je serais pas là. Oui. Et c'était un responsable. Moi, j'occupais un poste de gestionnaire contentieux. Et j'ai toujours occupé des postes un peu au-dessus de mon niveau de diplôme. Oui. Je suis très intelligente, c'est comme ça. Bon. Oh, mais écoute, on célèbre ton intelligence. Voilà. Non, mais, et lui, quand je faisais quelques petites erreurs, parce que je faisais des procédures judiciaires, il m'a vraiment soutenu. C'était vraiment un peu ça, style à mentor. Mais là, je pense que c'est comme si je lui échappais. D'accord. C'est bizarre. Ok. Et il m'a dit, bof. Ok. Et tu sais quoi? Je lui ai envoyé un mail en lui disant que ça m'avait vraiment fait mal et que je ne voulais plus jamais parler de l'émission avec lui. Et parce qu'à l'époque, j'y allais tous les lundis et je lui ai dit, fais comme si ça n'existait pas. Voilà. D'accord. Travaillons ensemble, mais je ne veux plus jamais parler de l'émission avec toi. Waouh. Eh ben, il a une double casquette, lui. Ouais. On lui dit merci quand même. Oui, on lui dit parce merci. Que sans lui. Oui, complètement. Voilà. Franchement, oui. Ouais. Oui. Et la personne Providence. La personne. Mais alors, il y a peut-être une situation où tu étais tellement coincé, là, tu te dis, il t'a ouvert la porte alors que personne d'autre ne l'aurait fait. J'en ai deux. J'en ai un sur le plan personnel et un sur le plan professionnel. D'accord. Personnel, c'est ma meilleure amie avec qui on s'est rencontrés au lycée. Oui. Et il faut savoir que mes parents ont perdu leur logement quand j'ai eu 19 ans, donc juste après le bac. Je suis rentrée à la fac. On a perdu le logement, on s'est retrouvés à la rue. Oui. Elle, à l'époque, elle avait eu un petit logement étudiant, etc. Et elle m'a dit, viens. Elle m'a dit, viens, t'inquiète pas, on va se serrer, etc. T'inquiète pas, machin. Donc, je suis allée un peu chez elle et tout. Tous mes frères et sœurs sont partis à l'hôtel. Oui. Bon, je suis pas restée très longtemps chez elle et tout. Après, je suis partie rejoindre ma famille à l'hôtel, malheureusement. Mais elle m'a dit, viens. Et toujours, des fois, on s'est disputé, hein, mais vraiment comme on voulait même plus parler, amis, etc. Ma meilleure amie le sait aussi. Mais vraiment, mais je lui ai toujours dit, toi, t'avais à peine 19 ans. Ouais. Toi, c'était un bout de jeune fille, quoi. Ouais. Et tu m'as dit, viens. Et elle payait sa chambre étudiante et tout. Et on était l'une sur l'autre et tout. Et jamais de ma vie, j'oublierai jamais ça de ma vie. Wow. C'est vraiment. On lui dit merci. Ouais, vraiment. Elle s'appelle Estelle et merci, c'est toujours ma meilleure amie d'ailleurs. Oui. Et voilà. Et sur le plan professionnel, oui. C'était un directeur à l'époque, donc je faisais du contentieux comme je vous l'ai dit. Et il m'a dit, Joël, je vous vois bien, vous allez faire de l'attribution de logement. Et je lui ai dit, mais moi j'ai jamais fait ça, je connais pas. Il m'a dit, je pense que c'est fait pour vous. Et je l'ai fait, et c'était vraiment fait pour moi. C'était un truc de fou. J'ai logé 100 familles, comme mes collègues, ils en logeaient 40 par an. Waouh. En fait, et ça m'a amené au coaching. Ouais. Il y a un lien, parce que j'arrivais à comprendre ce que les gens avaient dans leur tête, à leur expliquer comment il fallait remplir une demande pour avoir un logement plus vite que la moyenne. Oui. Donc, pour arriver à leur but beaucoup plus vite. Et du coup, j'ai logé 100 familles d'un coup. Waouh. Et c'était vraiment sacrément doué, quoi. Ouais, il avait trouvé. Ouais, il a vu. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui voient ce que je n'arrive pas à voir chez moi.
C'est comme moi, je me construis. Oui. Je suis tout le temps en construction. En fait, comme on dit, on ne peut pas marcher et se voir passer en même temps. Non. Donc, il y a un moment, il y a quelqu'un qui voit et qui voit et qui est suffisamment bienveillant pour dire, tu sais quoi, en fait, tu es vraiment comme ça. Donc, Oui, mais il y a des gens, mais même comme l'émission, ils m'ont dit, c'est bon. Moi, je me suis dit, mais c'est dingue. Mais il y a des gens qui voient et qui disent, ouais, il y a quelque chose chez cette fille. D'accord. D'ailleurs, est-ce que, pour faire un petit peu le récap sur ta vie professionnelle, tu as lancé une marque de vêtements. Oui. Suzanne. Oui. Alors que tu n'as pas fait de... Ça encore, Nicole. Voilà. Oh là là. Tu fais la radio, la télé, alors que tu n'as pas fait d'études de journalisme. Tu te retrouves à faire du coaching, alors qu'à la base, comment on fait pour être aussi... pour aller comme ça, pour arracher un petit peu sa place? Je ne sais pas. Comment on fait pour oser à ce point? Bon, je pense que j'ai été formée un peu par mon père parce qu'il nous a toujours fait, en tout cas moi, précisément quand même, il m'a toujours fait faire plein de trucs. À l'âge de 6 ans, il m'a dit t'iras au conservatoire, j'ai appris à jouer du piano. Après, il m'a dit non, ce sera plus le piano, tu vas jouer de l'orgue. Parce que comme on est à l'église, il m'a dit tu vas jouer de l'orgue. Ben, j'ai appris à jouer de l'orgue. Après, il m'a dit oui, mais alors, donc je faisais de l'orgue, un instrument sur pied. Oui. Puis après, il m'a dit oui, mais alors, non, il faut t'apprendre à jouer vraiment l'orgue de l'église. Donc, il m'a mis avec l'organiste, avec vraiment qui est construit, l'orgue qui est construit avec l'église. Oui. Et donc, j'ai appris aussi. Et puis, à chaque fois, il me disait, oui, et puis tu vas faire ça, et puis tu vas faire ça. Puis donc, j'étais, je sais pas, j'ai dû développer des trucs où t'apprends par toi-même, la flexibilité exactement. Pour pouvoir te mouvoir. Et surtout, finalement, oser là où on pourrait te dire, non, c'est pas ta place. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en tant que femme, il faille arracher sa place dans cette société? Que ça dépend dans ce que tu fais. Et je pense qu'il y a des trucs, c'est mieux d'être une femme, mais quand même, oui. Je pense que c'est sa place, mais c'est aussi, même quand tu as ta place, c'est comment tu t'assois dedans, j'ai envie de te dire. Et ça, c'est bien dit, ça. Ouais, parce que des fois, on te donne la place, par exemple, t'as le poste, donc c'est bon, t'as arraché ta place, mais après, t'es pas bien assise dedans. T'es pas à l'aise avec le fauteuil. Finalement, cette place, il faudrait que ce soit celle qui nous corresponde véritablement. Voilà, exactement. Tu trouves que c'est trop large. T'arrives pas vraiment à être bien dans sa place. Donc, il faut, arracher sa place, mais en plus, il faut bien s'asseoir dedans et dire oui, ça, c'est moi. C'est moi, c'est pour moi, c'est à moi. Alors là, ça, c'est d'ailleurs un conseil de coach pour terminer. Non, mais parce que je l'ai vécu. Oui. Je l'ai vécu. Écoute, je me suis assise à une place. Et au début, j'ai dit, oulala, c'est trop grand, c'est trop large. Ça faisait un peu comme le fauteuil. Mais il fallait que je me dise, non, attends, on t'a dit que c'était ta place, c'est à toi. Assieds-toi bien, pose bien tes 2 pieds, mets tes mains sur la table et on y va. Wow. Et voilà. Comment on fait pour être coaché par toi? Allez. Bon, tu peux faire ta pub, peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés. Écoute, on peut me trouver un peu partout, sur les réseaux sociaux. Mais LinkedIn surtout, parce que c'est le réseau social sur lequel je parle vraiment de coaching. Et on peut juste soit m'écrire un message privé, je réponds assez bien à mes messages privés, ou soit carrément j'ai un petit lien où on peut prendre directement rendez-vous avec moi. Et puis on discute, on voit si ça rentre quand même dans ce que je fais. Et puis après on est parti. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui tu dis que tu as réussi? Non. Je dis que... Oui, tu dis. C'est pas mal. Tu es en chemin. Je suis en chemin. Ton plus grand rêve? D'être présidente de la République. Hein. Eh ben, on souhaite Dago Seri présidente. Ouais. Écoute, ce sera le mot de la fin. Je te remercie infiniment, Joëlle, pour cette conversation à bâton rompu. Et avec grand plaisir. Et j'espère que vous avez aimé. C'est l'effet We Talk. Je suis très heureuse, Joëlle, d'avoir échangé ça avec toi. Merci à toi, c'était génial. Et puis, écoutez, vous savez où la trouver, hein, LinkedIn, Insta. Écrivez-lui et puis elle se fera une joie de vous transformer. Vous, les timides, si oui, il y en a dans la salle, je sens qu'il y a des timides dans cette salle. Elle fera de vous des grands leaders. Voilà. Allez, on l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Merci Nicole. Merci. Bon, je annonce le prochain invité ou c'est moi qui l'annonce? Oui, attends, je l'annonce. Oui. Alors, le prochain invité, il est génial. J'ai déjà vu son spectacle il y a quelques années. Ouais. En plus, on l'a reçu en plateau. Ah oui, franchement, il est drôle. Oui, il est drôle. Oui, vraiment. Il a de beaux yeux, un regard de braise. Oui. Mais les filles, il y a pris. Hein. Drôle, beau, riche. Ça, c'est important. Intelligent. Il fait rire, il est drôle en plus, il est vraiment très drôle. On va accueillir Kevin Razi.
Merci beaucoup. On va voir si tu vas faire mieux. Moi, j'espère que tu vas faire mieux. J'espère que tu as de bonnes histoires. Bah non, parce que j'ai jamais échoué, tu sais, donc... Ah oui, c'est ça. Alors ici, tu vois, on t'a tendu parce qu'on veut des gossips. Ah d'accord. Tout ce qui se passe ici reste ici. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, je vais te raconter ton conte, parce que j'adore les contes. Je suis un peu... là, We Talk, c'est un peu mon Disney. Je raconte la vie des gens. D'accord. Tu es prêt? Yes. Il était une fois un garçon gentil, un peu geek et introverti, à qui on avait prédit un avenir de tombeur de filles grâce à son regard de braise. Kevin Razi grandit dans une famille aimante où on lui inculque des valeurs de travail et de respect des autres. Ce geek un peu drôle à ses heures perdues ne s'imaginait pas qu'un jour, il serait capable de faire rire des millions de Français. Et pourtant, à 17 ans, il fait la rencontre de son destin. Une après-midi d'été, devant sa télé, il tombe sur les pitreries de Jamel Dridi et Sabri Saïd et Aimé Césaire, personnages de la série comique à succès H. C'est le coup de foudre. Kevin prend conscience qu'humoriste, c'est un métier. Il veut en être. Le chemin ne sera pas simple, mais Kevin est un homme qui aime les défis et il ne craint pas l'échec. Il commence par faire les premières parties d'artiste, puis un jour de janvier 2008, on lui met le pied à l'étrier. Kevin se retrouve seul en scène à jouer son premier spectacle, The Little Diary of Kevin Razi. Son audace est enfin récompensée. Même s'il est doué, toutes les fans ne font pas rire. Tous les sketchs ne sont pas des succès sur scène. Kevin essuie ses premiers échecs, mais c'est un homme de rebond. Et s'entoure des bonnes personnes, persévère, saisit chaque opportunité. Il comprend vite qu'Internet est un lieu où la flamme peut prendre. Avec la caméra de son beau-père, il tourne des vidéos comiques un peu trash qui font le buzz sur la toile. Au fil de sa carrière, Kevin Razi enchaîne les spectacles et les buzz sur YouTube, se positionne sur des sujets d'actualité et utilise sa notoriété pour interpeller sur les injustices et les incohérences des politiques. Ce soir, Kevin Razi m'a fait l'immense joie de venir partager avec nous les coulisses de sa success story. Waouh. Bravo, merci. Merci à toi. C'est très touchant, merci beaucoup. Bah écoute. C'est très touchant. Oh, bah écoute, tu n'as pas versé ta larme. Ça va arriver. L'émotion aussi, on n'est pas obligé d'avoir des larmes. Moi, ma première question, tu vois, c'est comment on fait? Comment on fait pour partir de zéro et se faire sa place dans un monde qui est très prisé et en même temps très fermé? Bah, c'est une bonne question. En fait, je pense que j'ai eu la chance d'avoir préservé mon innocence d'enfant, oui, même en devenant adulte. C'est-à-dire que pour moi, à 19 ans, je commence la fac, j'arrête au bout de 2 jours parce que je sais que c'est pas pour moi. Je rêvais déjà d'être humoriste. Oui. Et en fait, pour moi, j'avais pas compris que c'était impossible. Donc, même à 19 ans, je me disais, bah non, mais je vais devenir humoriste parce que j'ai envie de devenir humoriste. Il n'y a que les enfants qui ont une audace, ils n'ont peur de rien. Bah non, moi c'était déjà tout prêt sur mon ordinateur. J'avais écrit qu'un jour je ferais l'Olympia, que je rejoindrais le Jamel Comedy Club, etc. J'avais tout noté et que j'aurais une carte Visa Infinite. Je sais pas pourquoi, mais j'avais une obsession là-dessus. C'est à 19 ans que tu te dis carte Visa Infinite avec ton nom dessus. Et tu l'as eu? Et je l'ai eu. Ah oui. Ouais. Il a réalisé tous ses rêves. J'avais mis en fond d'écran pour j'étais vraiment matrixé. Mais en fait, en gros, j'avais des objectifs. Et j'ai eu la chance de grandir avec, de devenir adulte avec et de ne jamais laisser la morosité ou les peurs des autres impacter mon mindset, impacter mon envie de devenir ce que je veux être, ce que je dois être. Ce que tu dois être. Exactement. Et ça, je pourrais pas l'expliquer. C'est-à-dire que il y a plein d'autres sujets sur lesquels je galère dans la vie à avoir une constance, etc. Mais en revanche, depuis mes 16 ans... c'était 16 ans et demi, 17 ans. Oui. Et depuis le moment où je me suis dit je veux devenir être humoriste, et alors petite parenthèse, fun fact, j'ai grandi à 50 mètres d'ici. Ah oui. Et donc en fait le fameux été où j'ai regardé H et je me suis dit si je veux devenir humoriste, c'est simple, vous sortez de là où on est, vous marchez 50 mètres et je suis sur le trottoir d'en face. J'ai vraiment grandi à Port-de-Pantin. Ah oui, d'accord.
Et j'ai passé l'été là. Et en fait, mes premiers sketchs, je les ai tournés là tout autour le mur de briques rouges à côté. J'ai fait un de mes plus gros buzz. En fait, tu es à la maison là. Non, mais vraiment, non, mais du coup, c'est marrant de revenir sur ce que j'ai vécu parce que tout a commencé là en fait. Donc c'est pour ça que pour moi. Mais on applaudit quand même. Le 19e, voilà. C'est. Alors, est-ce qu'on t'a fait ressentir que tu n'étais pas à ta place? Alors, pas dans le milieu de l'humour forcément. D'accord. Parce qu'au niveau où tu en es quand tu arrives dans le milieu de l'humour, personne ne gagne sa vie grâce à ça, tout le monde fait ça à côté, etc. Oui. Donc en fait, on essaye tous de faire son trou. Donc personne va juger. C'est plus vis-à-vis des gens qui me connaissaient et qui avaient des vies plus classiques. D'accord. Qui projetaient leur peur sur moi en me disant mais pourquoi ça marcherait pour toi, il y en a plein qui veulent faire ça, tu veux pas trouver un truc de sécurité. Alors faut savoir que je travaillais à côté, j'avais trouvé un CDI à temps partiel chez Mondial Assistance. J'étais dès que quelqu'un tombait en panne et qu'il appelait le call center, il tombait sur moi potentiellement. D'accord. Voilà, si jamais vous avez entendu Mondial Assistance, Kevin, bonjour. Voilà, c'était moi. Et je faisais ça 3-4 jours par semaine et à côté je faisais de la scène. Je faisais feu de tout bois. Tu me disais d'aller jouer dans une pizzeria ou quoi, j'y allais quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de potes qui étaient à la fac, qui en école de commerce, etc., qui avaient peur de faire ce que je fais, de prendre des risques et qui me disaient mais t'es sûr machin. Et mon père aussi. Il me disait, mais t'es sûr? Y a plein de gens qui veulent faire ça. Pourquoi pour toi ça marcherait, Kevin? Quand c'est ton père qui le dit, comment tu le vis? Parce que là, c'est différent. Je vais te dire ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, papa, tu sais, toi, parce qu'il me disait, c'est fou de ce que tu fais là, t'es malade. Et je lui ai dit, papa, mes parents viennent de l'île Maurice. Oui. Je lui ai dit, papa, t'es arrivé de l'île Maurice en France, t'avais 20 ans, par un sou en poche, tu connaissais à peine le pays. T'es passé de mécanicien chez Renault, le Renault qui était juste en face aussi et qui a fermé. Toute sa vie à T'es passé de mécanicien chez Renault à responsable logistique, un équivalent de bac+3 alors qu'il avait arrêté l'école en CM2. Wow. T'as pu nous élever, mes sœurs et moi. On a une maison de vacances à l'île de Léron, une autre à l'île Maurice. Je lui dis, c'est dingue ce que t'as fait, papa. Alors que moi, qui suis né ici en France, et qui va juste traverser la rue pour aller au café-théâtre, tu trouves que c'est une folie? Je lui dis, mais le vrai fou entre nous deux, c'est toi. Waouh. Ah mais attends, mais c'est incroyable. Et comment il a reçu ce que tu lui as dit? Il a fait... c'est vrai. Le daron africain. Voilà. Non, en fait, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Parce que je pense que nos parents qui ont fait tout ce chemin, 9000 km pour venir dans un pays que tu connais pas et découvrir de nouveaux codes et tout, je pense qu'ils se rendent même plus compte de ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont ça, ils ont le nez dedans, ils sont naturalisés, etc. Ça, ils sont dedans, mais ils se rendent pas compte que c'est une dinguerie, d'un autre pays, enfin, et avec aucune accroche, etc. Et je lui dis, mais moi, en fait, c'est rien ce que je fais, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai dit ça, je me rappelle parce qu'il y avait mon oncle et ma tante qui étaient là et qui ont dit. C'est vrai, Michel, Kevin a raison. Parce que même eux, ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait. Oui. Et quand j'ai mis mon père face à son parcours, ça l'a apaisé parce que déjà, je l'ai saucé. Je l'ai saucé, voilà, on va pas se mentir. Il faut saucer ses parents quand on veut faire quelque chose. Et je pense que la mise en perspective lui a fait prendre conscience de ce qu'il avait fait, surtout. Oui, des risques qu'il a pris, il les a pris et il a réussi. Et il a réussi. L'audace, comme quoi l'audace paye. Dis-moi, Kevin, quelle est ta définition de l'échec? L'échec, je dirais que c'est la première mensualité que tu payes dans le crédit de ton succès, tu vois. Ah, waouh. Ça. Ah, ça c'est bien dit. Merci, wow. Je l'ai trouvé juste avant. Mais parce que j'ai entendu la question à Joël, j'ai fait oh là là, faut que je trouve une super définition. Et bon, après, il y en a qui vont payer beaucoup plus de mensualités que d'autres. Ah, moi, j'ai payé plus de mensualités pendant 15 ans. Voilà. On va pas se mentir, il y a des crédits sur 84 mois, il y en a d'autres sur 5 mois, ça dépend. Mais si tu veux, c'est important de garder ça en philosophie. Oui. C'est que... et ça, je le dis souvent aux gens avec qui je discute d'échecs, etc. Je leur dis toujours cet adage qui n'est pas de moi pour le coup,
mais que même dernier d'une course, tu resteras toujours devant ceux qui ne l'ont pas couru. Waouh. Donc, quoi qu'il arrive, cours. Ah, mais tu envoies des punchlines Moi, là j'ai ce que soir. ça. Ah, punaise. Non, mais c'est important. Et donc, Parce que oui. souvent, les gens te disent, j'aimerais trop faire des vidéos, mais je sais pas comment, j'aimerais trop monter sur scène. Le temps que tu réfléchisses à savoir si tu devrais le faire ou pas, il y a 10 personnes qui passent devant toi. Et 10 personnes qui seraient peut-être même moins fortes que toi, Oui. mais au final, elles le font tellement qu'au bout d'un moment, en fait, elles seront là, et que toi, quand tu vas commencer, il y aura déjà un delta de dingue. Donc, Wow, commence et t'apprends après. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je veux dire, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, mais 1 an, tu vois. Et après, quand j'ai commencé la scène, bah, j'y allais avec la prétention de me dire, ben, je commence et on verra ce que ça donne. Oui. Et on verra pour les objectifs, etc. Mais je commence. Et c'est pour ça que c'est important de se dire que, ouais, t'as fait une vidéo, elle a pas marché, t'es monté sur cette... T'as fait un beat, t'as sorti je sais pas moi, un court-métrage, t'as pas eu le succès escompté, ben ouais, mais tu l'as fait déjà. Wow. Qui autour de toi l'a fait? Et c'est là que c'est important de se remettre cette perspective. Ouais. Et ça permet de se rassurer, hein, vraiment. Waouh. Waouh. Tu m'embouches en moi, j'ai presque plus de questions à te poser. Merci beaucoup. Mais non. Ton pire échec. Tu vas en parler là. Le pire échec. Le pire, mais celui dont tu as le plus honte. Et bah, écoute, que tu n'as peut-être jamais raconté dans les médias. Alors, Ici, c'est confession intime. ouais, je vois ça. Non, celui qui m'a le plus marqué et détruit. Celui qui m'a le plus détruit, ça reste un échec sur scène. En fait, j'avais la chance d'avoir un des meilleurs producteurs de spectacles sur la place de Paris. Oui. On est le 23 mars 2018, je vous resitue. Donc là, j'ai 30 ans. J'ai mon spectacle que je joue dans une salle parisienne 5 fois par semaine. J'ai la chance de produire et de présenter mon propre late show sur Canal+. C'est un truc de dingue ce qui m'arrive. J'avais fait le Marrakech du Rire l'année d'avant, ça s'était bien passé. Et j'avais même, 1 mois avant, le 23 mars 2018, j'avais même joué dans mon pays d'origine, à l'île Maurice, devant 2300 personnes. Wow. C'était incroyable. Bref, je suis bien. Oui. Il est 11h et j'ai demandé un rendez-vous à mon producteur pour parler de la suite de ma tournée. J'avais une tournée de dingue, 45 dates partout en France, etc. Et moi, j'avais en tête déjà de travailler mon nouveau spectacle. Oui. Et donc, j'arrive, je tombe sur un gars qui s'occupe de la tournée qui me dit « Kevin, regarde, tiens, ça tombe bien que tu sois là sur le tableau. T'as vu, sur les 3 prochaines années, on a imaginé de faire 45, puis 50, puis pas plus, en 55, on reste dans un truc... » Je vois « Ok, cool, c'est super. » Et là, mon producteur, je vois qu'il s'efface et qu'il me laisse avec son assistant. Je l'avais jamais vu. Et là, son assistant, il me dit, écoute, ça marche pas trop bien et tout ça, le spectacle, on le sent plus trop. Alors, je lui dis, ah bah tiens, ça tombe bien parce que j'avais un nouveau spectacle et tout. Il me dit, ouais, mais même le nouveau spectacle, on le sent pas trop. Je dis, bah attends, je l'ai pas encore écrit, chacun, là, attends, fais ment un peu, tu vois. Et ouais, mais je sais pas, on le sent pas, je sais pas, on t'a fait des retours, t'as pas bossé et tout. Alors, tu peux me reprocher tout ce que tu veux, mais s'il y a bien une qualité que j'ai dans ce milieu, c'est d'être un putain de bosseur. Dis-moi ce que je n'ai pas bossé. Parce que moi, j'ai les Google Drive, toutes les versions, les notes et tout, dis-moi. Et là, je voyais qu'il maîtrisait pas son sujet et qu'il savait pas quoi me reprocher. Et là, il y a quelqu'un qui était avec lui, une personne avec qui j'avais l'habitude de travailler, qui dit, non, mais Kevin, t'as pas de notoriété, en fait. Voilà, ça marche pas. En 2018. Alors que je vous ai cité tout ce que... Oui, parce que moi, je t'ai découvert avec les pubs Bouygues. Ah, c'était 2012, ça. Ouais, voilà. Bah, et donc, là, quand elle me dit ça, je sais pas quoi dire. Je rigole. Et je dis, ok, enfin, en même temps, tu veux que je dise quoi? J'allais pas dire, bah si, je suis connu. J'ai fait un selfie avec quelqu'un tout à l'heure. Et là, à partir de là, donc ils me disent, voilà, tu fais la tournée et puis on s'arrête là, et c'est tout. Le soir même, je dois jouer mon spectacle. Waouh. Dans leur salle de théâtre. J'y vais la boule au ventre. Et pendant il me restait 1 semaine avant d'attaquer la tournée. Et pendant 1 semaine, le personnel du théâtre n'est pas au courant. Et donc, ils sont enthousiastes. Parce que qui dit fin d'exploitation parisienne, dit tournée, ah c'est une étape. Alors, ça y est, c'est bientôt la fin, t'es trop content. J'étais là, ouais, c'est bientôt la fin. Ouais, hein, et tu es obligé de garder... T'es obligé de garder, ouais, voilà. Et en fait... ce qui s'est passé, c'est que c'était la grosse dépression parce que c'était très dur à encaisser. Oui. Parce que tu te remets en question, en fait. Tu te dis, mais attends, comment ça, mon spectacle? Parce que mon spectacle, c'est moi, en fait. Je me raconte sur scène. Et en fait, j'en parle à mon avocat. Oui. Parce que, pour la faire très courte d'un point de vue juridique, j'ai signé un contrat de 4 ans. Oui. Que j'avais signé il y a à peine 6 mois. Et qu'ils arrêtent. Donc là, on n'a pas besoin d'être master DRH pour comprendre que si tu arrêtes un contrat de 4 ans au bout de 6 mois, normalement, il y a un manque à gagner. Donc je leur dis, quid du reste du contrat? Parce que j'avais pas envie de me battre pour rester chez eux. Hein. Je veux pas de mariage forcé. Je préfère que, tu vois, si tu veux pas de moi, je veux pas insister. Oui, bien sûr. Et là, au bout de 3 mois, ils me renvoient un courrier
et ils me disent ah non, on n'a jamais voulu se séparer de Kevin. En fait, nous avons créé les conditions d'un choc afin qu'il puisse se remettre au travail. Ah, mais c'est une blague, mais c'est quoi C'est mot pour mot ces phrases. Conditions d'un choc pour se mettre au travail. Mais on est prêt à remettre Kevin, s'il travaille un peu son spectacle, dès septembre, dans notre théâtre, avec grand plaisir. Et je pète un plomb parce que t'imagines l'ascenseur émotionnel, mais vous faites quoi de moi en fait là? J'étais une sous-merde et puis d'un coup, non, on n'a jamais dit ça. Et vraiment, ça m'a détruit. Et là, je me suis dit, plus jamais je remonte sur scène. Je voulais plus remonter sur scène. Bah non, c'est trop, en fait. Je veux pas, c'est pas ça que je veux, tu vois. Et j'avais plus confiance en moi, je ne voulais plus monter sur scène. Et qu'est-ce qui se passe comment tu fais pour rebondir? Eh ben, truc de fou. Au même moment, moi, je suis fan de comédie musicale. Et depuis toujours. Parce que pour moi, c'est l'art ultime quand t'es sur scène. Tu dois savoir faire rire, faire pleurer, chanter et danser. Je trouve ça dingue. Ouais. Et je suis fan des bonnes comédies musicales, évidemment. Et je découvre une comédie musicale qui s'appelle Hamilton, qui était sortie en 2015. Ah ouais. Comédie musicale américaine qui parle d'un des pères fondateurs des États-Unis qui est méconnu, qui s'appelle Alexander Hamilton. Et en fait, ils ont fait ça version hip-hop. Ils racontent cette histoire en hip-hop. Et là, j'ai vu mes deux passions se connecter. Je fais waouh, truc de fou. Et je me dis, c'est ça que je veux faire. Si je dois revenir un jour sur scène, c'est pour faire ça. D'accord. Et je découvre la vie d'un personnage méconnu que je porte sur mon pull actuellement, qui s'appelle Gaston Monerville. D'accord. Par applaudissement dans la salle, qui connaît Gaston Monerville? Moi, je connais pas. C'est la première fois que j'ai plus de 3 applaudissements. Vraiment, il est guyanais, c'est normal. Et alors, en fait, je vous explique, Gaston Monerville, c'est simple. C'est un petit-fils d'esclave noir né en Guyane, qui a été président du Sénat français pendant 22 ans. Wow. Sous 3 républiques et qui aurait pu, à 2 reprises, être notre premier président de la République noire. Wow. Quand je découvre son histoire, je me dis comment ça, on le connaît pas. Et pendant 6 ans, j'ai travaillé sur ce projet. Et je me suis dit, c'est ce projet qui m'a animé. Je me suis dit, je veux le faire connaître, je veux le raconter. À 30 ans, j'ai pris des cours de piano. Je suis allé voir un prof de piano, je lui ai dit, je veux apprendre le piano. Il m'a dit, oui, bien sûr, pourquoi? Pour faire une comédie musicale. D'accord. Mais vous avez déjà joué du piano? Non. Ah d'accord, mais vous avez des notions de solfège? Non. Bon bah c'est 40 € l'heure, hein, allez-y. Hein. Et donc j'ai appris le piano, j'ai appris à composer, j'ai commencé à me rencarder, à aller voir des comédies musicales partout, des petites salles, des grandes salles, des élèves au cours Florent spécial comédie musicale, des gens qui avaient écrit des livrets, machin. Et de fil en aiguille, je commence à nourrir mon truc. Et là j'ai envie de remonter sur scène pour raconter ce projet. Et je crée un spectacle qui s'appelle Fallait être là. Et je décide de raconter toutes mes péripéties et de raconter ce projet qui me tient debout, qui est celui de Gaston Monerville. Et un jour, j'allais voir des pièces de théâtre, parce que j'adore le théâtre, tous les arts vivants, etc. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexis Michalik. Et toutes ces pièces, elles cartonnent, etc. Et son écriture, elle est trop bien et tout ça. Et j'ai une amie qui me dit, mais je le connais, tu veux pas le rencontrer? Et je dis, bah ouais, j'aimerais bien. Et je le croise à une soirée et je vais pas lui parler parce que je sais pas faire. Et ma pote, elle dit, bah attends, je lui envoie un message, je lui dis et tout. Et Alexis Michalik m'envoie un message et me dit, oh bah j'ai vu que tu veux aller voir mes spectacles, ça me fait plaisir et tout. Donc là, on est en 2022. Bah si tu veux, on peut boire un verre. Et on va boire un verre. Et il me dit, alors, et tu fais quoi en ce moment? Je lui dis, bah écoute, j'ai créé un spectacle. Il me fait, ah ouais, ok, c'est un seul en scène où je parle du fait que je vais faire une comédie musicale. Il me fait, c'est quoi le sujet? Et je lui dis, bah c'est sur Gaston Monerville. Il me dit, c'est qui? Et je commence à lui raconter et tout, et je vois le mec, il est là, il me regarde même plus. Il est là, il réfléchit, il me dit, il y a combien de personnages? Ok, d'accord, il a une femme, ok. L'antagoniste, c'est qui? Putain, mais c'est génial, ça. Putain, c'est génial et tout. Il me fait, ça te dérange si j'en parle à mes associés et tout? Non, vas-y, pas de souci. Il en parle à ses associés. Bon, long story short, tu sais rien passé de particulier, mais ils m'ont reçu quand même dans leur bureau. D'accord. Et moi, je continue mon petit seul en scène. Je me dis, bah vas-y, je commence à remonter sur scène parce que je sais pourquoi je remonte, ça me donne envie. Et 6 mois après, j'étais sur le RERB, on était en fin de soirée, il devait être vers 23h sur le quai du RERB à Denfert-Rochereau, je me souviendrai toujours, et je reçois un appel d'Alexis Michalik. Je me dis, merde, qu'est-ce qu'il y a et tout, j'espère qu'il va pas m'engueuler, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Parce que je me suis dit, peut-être que j'ai dit à 2-3 personnes que je l'avais vu, et ça a commencé à déformer le, Michalik va mettre en scène, Et il fait, ouais, Kevin, je te dérange pas? Je dis, ouais, non, pas du tout. Il me dit, écoute, tu sais, j'ai écrit une nouvelle pièce, là, qui s'appelle Passeport, qui parle de migrants et tout, qui traversent. Ouais, bien sûr. Il me dit, écoute, j'ai un rôle pour toi dedans. Ça te dirait? J'avais envie de répondre oui, hein, mais il fallait faire semblant, donc je fais, ouais, pourquoi pas, envoie-moi, machin. Et long story short, mon aventure sur scène se transforme, et je me retrouve au Théâtre de la Renaissance à jouer dans une pièce de théâtre pour la première fois de ma vie, d'Alexis Michalik, dont j'étais fan.
Et puis là en mai, je me retrouve nommé au Molière dans la catégorie meilleur second rôle. Waouh. Et le président des Molières, c'est mon ancien producteur. Waouh. Et ça, c'est ce qu'on appelle double doigt d'honneur. Ah ouais. Et alors, je l'ai pas gagné ce Molière, C'est pas grave. mais j'ai pu monter sur scène, remettre un prix, etc. Et j'étais tellement content de me dire, voilà, j'avais mon ancien producteur et j'ai oublié de vous dire, c'est vrai qu'il m'avait dit une phrase qui était terrible. J'ai oublié de vous le dire parce que ça renforçait encore plus le drama dans cette affaire. Non, mais en fait, en gros, quand je l'ai vu une seconde fois pour lui dire pourquoi tu m'as pas annoncé toi-même que t'as arrêté notre contrat, etc. Et déjà, il m'avait dit, oh, tu sais, dans les moments difficiles, les courageux sont moins nombreux. Et je me suis dit, bah, donc, c'est une phrase de lâche, hein, quand même. Ouais. Ça, c'est violent, ça. Et la plus, non, attends, Nicole, la phrase la plus violente qui m'est sortie, c'était, Kevin, en tout cas, j'espère que tu trouveras un autre producteur avec qui ça marchera et que tu nous donneras tort. Et là, il se lève, il me serre la main, il me fait, même si c'est vrai qu'on se trompe rarement. Donc là, on est en 2018. Et là, le jour des Molières. 2024, je me souviendrai toujours, j'étais avec ma chérie Gaëlle qui est là. On regarde l'annonce des nominations. Et lui, il est à sa table. Et à côté, il y a quelqu'un qui dit, dans les nominés, meilleur second rôle. Non. Kevin Razi dans Passeport. Et donc, lui, il l'entend. Et là, je vois, il se retourne. Normalement, non, il savait pas. Wow. Et cette satisfaction de dire tiens, celui qui dans ta face, ouais, voilà, celui qui n'avait pas assez de talent, de succès, de notoriété, et il est revenu entre guillemets par la grande porte, d'une porte à laquelle tu ne t'attendais pas. Et j'étais très fier de pouvoir, même si j'ai pas pu soulever la statuette, pour moi c'était déjà une victoire de me dire j'ai été nommé au Molière dans son institution et j'ai pu montrer qu'il s'était trompé, quoi. Waouh. Comme quoi, en fait, au final, heureusement qu'il t'a fait ce beau cadeau de te dire ce qu'il a dit, parce que tu lui as prouvé, même si tu n'as pas fait les choses pour lui, mais en avançant et en ayant un rêve, quelque chose de plus grand que toi qui t'a poussé, tu as su transformer finalement cette espèce de truc dans lequel il t'a mis. Enfin, on sait même pas pourquoi, en fait. Exactement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai compris que mon crédit du succès avait beaucoup de mensualité. Wow. Mais ça fait partie du process. J'ai presque envie de dire, c'était lui finalement, le détracteur. Comme on ne se fait pas tout seul. Ouais. C'est lui qui serait le détracteur. Ouais, totalement. Et la rencontre fortuite. Donc cette rencontre, c'est quelqu'un qu'on rencontre comme ça, on a une conversation à bâton rompu, on est peut-être au plus mal, et puis il me dit un truc, il fait un truc, enfin j'en sais rien, il s'en rend pas compte, mais cette phrase, cette situation, j'en sais rien, change le cours de notre histoire. Et tu vois, j'aurais pu dire c'est Alexis Michalik pour la suite et tout, mais pas du tout. En fait, c'est une rencontre avec Gaston Monerville, qui est décédé en 91, le 7 novembre. Et pourquoi cette rencontre avec Monerville, c'est que c'est la seule constante. Ma vie a totalement changé depuis 2018, sur tous les aspects, que ce soit perso et professionnel. Mais lui, c'est le seul qui est toujours là depuis le début. Et en fait, il est un peu comme un alter ego pour toi, ou un mentor. Et c'est comme ça que j'en parle dans mon spectacle d'ailleurs. C'est que lui aussi, il a vécu ce truc. Tu sais, moi, la fameuse nana qui pendant la réunion m'a dit, mais en fait, t'as pas de notoriété. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu l'histoire de Gaston Monerville. Quelqu'un qui a été résistant, qui a défendu les Juifs dans les tribunaux, qui a pris les armes, on lui doit la création des dom-toms, on lui doit l'abolition du bagne, il a chapeauté l'écriture de la 5e République, etc. Et il a démissionné de ses fonctions pour pouvoir combattre De Gaulle sur les idées. Et c'est ça qui a fait qu'il a été cancel de l'histoire. Et en fait, et en plus de ça, il aurait dû être même président de la République en 53, et il aurait pu être président de la République en 69. Mais en fait, toutes ces histoires font que il a toujours été un peu sous-coté, un peu. Il a fait le taf. Il a toujours été intègre, droit dans ses bottes, et on l'a effacé de l'histoire. Et tristement, il décède le 7 novembre 91. Et le 9 novembre 1991, Yves Montand décède. Donc, du coup, personne va calculer la mort de Gaston Monerville. Wow. Et quand j'ai vu ça, et je me suis dit, t'inquiète pas, Timomo, parce que c'était son surnom. T'as un gars que tu connais dans Didev, que t'as pas connu, parce que, quoi que j'étais né quand il est mort, mais je suis né en 87, mais moi, je vais faire en sorte qu'on puisse entendre ton nom le plus possible, tu vois. Et je pense que c'est cette rencontre avec lui, parce que je me suis dit, lui,
Ah oui, parce que pendant les 6 ans, j'ai rencontré des anciens élèves à lui, en droit constitutionnel, des gens qui l'ont côtoyé, etc. Et il y a un de ces élèves qui m'avait dit, je lui ai dit, mais quand il a su qu'il allait pas être choisi pour être président de la République, comment il l'a vécu? Il m'a dit, il a super mal vécu Monnerville, mais il a toujours dit, j'ai un destin extraordinaire, ne gâchons pas tout. Waouh. Waouh. Et là, quand t'as quelqu'un qui te dit ça, tu te dis, bah ouais, en fait, on va avancer, quoi. On va avancer et cette dignité, tu vois, cette hauteur, bah ça m'a inspiré, ça m'a porté. C'est ça, cette rencontre fortuite avec quelqu'un que j'ai jamais connu, un président du Sénat du passé. Voilà. Et tu sais ce que je retiens? Oui, parce que ce que moi je retiens, c'est que parfois quand on est au plus mal, c'est important d'avoir une espèce de mentor, d'avoir une espèce d'alter ego dans lequel c'est important d'écouter les histoires et de faire une rencontre avec un personnage, avec une personne qui partage son témoignage et dans lequel on s'identifie. Parce que finalement, c'est parce que tu as fait cette rencontre que tu t'es relevé et que tu as pu t'élever. La personne de Providence, la personne qui t'a ouvert la porte, alors que personne ne t'aurait donné ta chance. Bah là, je dirais que c'est Alexis Michalik. Parce que je rappelle quand même qu'on parle d'un mec qui a plusieurs Molières sur ses étagères. Oui. On l'appelle le Golden Boy du théâtre français. Il a des pièces qui tournent de partout. Tout le monde veut travailler avec lui. Et lui, il ne veut pas prendre de gens connus. Il dit, je veux créer des troupes. Je veux pas créer des pièces sur des individualités. Il dit, la star, c'est la pièce. Et je me dis, et moi, je suis humoriste. Je viens du stand-up. Oui. Il m'a jamais vu jouer sur scène. D'accord. En fait, il te connaissait pas vraiment. Il connaissait de nom. Et la seule fois où on s'est croisés, c'est quand on a bu ce verre. Et qu'on s'est vu après dans les bureaux. Et il a eu la vision de se dire, cet humoriste-là, il correspond à un personnage que j'ai écrit, bah, je veux qu'il le joue et je pense qu'il le fera bien. D'accord. Kevin, j'ai le sentiment avec toi que tu es en quête d'authenticité. Est-ce que je me trompe? Ah non, totalement. Parce qu'en fait, justement, tu parles il ne veut pas des gens qui sont des stars. Tu aurais pu avoir une attitude de star. Tu aurais pu, certainement, dans ta carrière, tu as certainement eu des opportunités pour, entre guillemets, te la raconter et faire des choses. Mais tes choix, finalement, sont assez inattendus. Tu te retrouves aujourd'hui à animer une émission alors que tu étais sur Canal. Et tu enregistres chez toi ton émission, tu parles de sujets d'actualité. Est-ce que tu n'as pas eu peur à un moment de creuser une sorte de fossé entre toi et ton public qui t'a connu d'abord en tant qu'humoriste? C'est très, très, très intéressant ce que tu soulèves parce que c'est la crainte que j'ai eue pendant un moment. Oui. Jusqu'au jour où je me suis dit, je préfère avoir 20 personnes qui me suivent pour ce que je suis. Oui. Qu'1 million de personnes qui me suivent pour ce qu'ils voient. Wow. Et je pense que aujourd'hui, tu as 20, 30, allez, 100 personnes, mais qui t'aiment pour ce que tu es et qui te suivent dans toutes tes aventures. Oui. Et ben, ça te permettra d'avoir une carrière bien plus stable que des 500 000 hypothétiques qui t'ont vu sur TF1, qui vont te suivre mécaniquement parce que tu étais à côté de Artus, machin, mais qui vont pas avoir une vraie adhésion pour qui tu es, etc. Ouais. Et qui vont d'un coup même se désolidariser s'ils entendent une prise de position qui leur correspond pas, tu vois. Alors que là, je me dis aujourd'hui, je suis content parce que j'ai peut-être carrément moins de notoriété, je suis même très au courant de ça, par rapport à mes confrères et consoeurs avec qui j'ai commencé, les Ahmed Silla, etc. C'est clair, on a tous commencé à peu près en même temps, même moi j'étais là avant, et ils ont tous pris des trajectoires de dingue, ils sont tous bien plus loin que moi, bien plus riche, bien plus tout ce que vous voulez. Mais en fait, moi, je suis juste content de me dire que quand je me regarde dans ce que je fais, je suis fier de ce que je vois. Et parce que c'est moi, en fait. Et j'ai pas envie de me travestir. Quoi, et ça devient d'où ce truc-là, ce truc très authentique que tu as. Et moi, j'admire ça, très clairement. Je pense que ça a été les déceptions de toujours vouloir plaire, tu sais, à des standards. Oui. J'ai eu, je pense, des moments dans ma vie, sur des projets notamment, où j'ai tout fait pour plaire aux diffuseurs. J'ai voulu mettre tout ce qu'ils voulaient voir, etc., pour qu'au final, ça se fasse pas. Et moi, j'ai perdu du temps, de l'énergie. Et au final, il n'y a rien. Les gens ne voient pas le projet en question.
Et à ce moment-là, tu dis pourquoi j'ai voulu tout faire pour que la personne soit contente, alors qu'au final, il se passe rien. J'ai perdu du temps. C'est pas grave, même si c'est moins grandiloquent, fais des choses que tu peux faire toi à taille humaine. Et je pense que ça a été là en fait, si tu veux, très rapidement, ce déclencheur-là, j'ai eu la chance de signer un contrat avec Netflix. On était en 2020. Donc avec le Covid, c'était un peu compliqué. En 2021, on devait développer une émission incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'était une émission du jamais vue, en France du moins, où c'est une émission où tu as un invité. Il y a 6 autres célébrités et à tour de rôle, ils vont vanner l'invité. Aux États-Unis, ils appellent ça le roast. C'est très connu. En France, on n'a jamais réussi à le faire. Et moi, là, je réussis à signer un truc avec Netflix où je vais présenter ce truc-là et le produire. C'est un truc qui va coûter plusieurs millions d'euros et c'est le projet de ma life. Et en fait, il se fera pas ce projet. Et c'est-à-dire que sur ce projet-là, on avait Gad Elmaleh, Camille Lelouch, on avait tout le monde. On avait Jason Brokers, machin. Enfin, il y avait toutes les stars. On avait même Karim Benzema qui devait être dedans, etc. Au moment où il allait réintégrer l'équipe de France, bref. Et nous, on avait 10 personnes qui bossaient non-stop dessus. On avait construit les décors, tout ça. Et puis 3 semaines avant le tournage, parce que Karim, il avait pas donné de réponse positive, ils ont dit on arrête tout, on décale tout. Wow. Mais il y a 26 personnes que tu as calées, c'est très compliqué. Et sachant que moi, à ce moment-là, on est en 2021, je me dis, je sors de 2 échecs avec Canal+, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Après, j'avais enchaîné sur un truc digital chez Webedia, ça s'est arrêté au bout de 2 mois. Et là, je me dis, il serait temps quand même là d'avoir des victoires un peu, tu vois. Et là, je sais que je prépare ce truc-là. Et je me dis, les gens... c'est ton comeback. Mon comeback, mais incroyable, malade, en grande pompe, Netflix, machin. Et puis finalement, le truc, on le fera jamais parce ils ont décalé une fois, on a perdu tout le casting. Et puis après, ils ont dit, il n'y a plus personne, on leur fait plus. Et là, je me suis dit, mais plus jamais. Et si vous voulez, pendant toute cette période, moi, j'étais là à trouver des solutions, à dire, si vous voulez, on fait ça. Tu sais, ils allaient me dire, on veut que ce soit rouge. Ouais, ce sera rouge. Non, bleu. Ce sera bleu. On veut plus lui. Ok, on veut plus vous les qui. On veut un tel. On vous l'aurez. Et en fait, là, on s'est perdu, quoi. Parce qu'on voulait juste répondre à des attentes, mais c'était même plus. C'était même plus toi, c'était même plus le projet. C'était plus moi, c'était même plus le projet, voilà. Pour qu'au final, ça se fasse pas. Et là, je me suis dit, plus jamais. C'est bon, c'est fini maintenant. Fais des trucs à taille humaine. Fais des trucs que tu peux gérer toi tout seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un podcast dans mon salon avec ma chérie qui réalise, mon pote Mourad qui s'occupe du son et un ami à moi qui est sociologue, et c'est tout, et mon chat. Et on est très contents. On est très contents. Et c'est bien mieux que tous ces emmerdements pour au final ne rien avoir et d'avoir perdu du temps, de l'énergie pour faire plaisir à des gens et de toi-même plus prendre de plaisir, quoi. Ça n'a pas de sens. Wow. On applaudit ça quand même parce que c'est une belle leçon de vie. Finalement, savoir avoir le contentement, parce que on dit souvent qu'il faut avoir des rêves et il faut rêver grand. C'est quoi rêver grand au final? C'est parce que si ce n'est le fait de faire des choses qui nous ressemblent véritablement. Tout le monde n'a pas besoin de rêver d'être une Beyoncé demain ou un Jay-Z ou Bill Gates. Surtout pas maintenant. C'est sûr que maintenant, j'ai peut-être cité des noms, voilà. Parce que au final, est-ce qu'on est capable de porter ça? Joël a parlé tout à l'heure d'être bien assis dans son fauteuil. Il y a des fauteuils qui sont beaucoup trop larges. Il faut être à l'aise avec le fait que c'est beaucoup trop large aussi. Et puis, acceptons d'avoir quelque chose qui est taillé pour nous et ne pas avoir des ambitions qui sont surfaites, etc. Parce que c'est ce qu'on nous vend un peu. Il faut réussir à tout prix avec les réseaux sociaux, avec cette pseudo-réussite qu'on voit sur les réseaux sociaux. On court tous après quelque chose. Et franchement, le contentement, parfois, c'est la plus belle des consolations, des réussites. Savoir se contenter de ce que l'on a. Bravo. On m'applaudit, hein. Je dis des choses profondes. Ah non, c'est parfait. C'est parfait. Pour terminer, je veux revenir sur un épisode, moi, parce que je me suis quand même interrogée là-dessus. C'est en 2016, je crois. Tu participes, c'était le gouvernement de Valls, on te manipule, où tu dois, en fait, comment dire ça, c'est un programme éducatif pour pousser les jeunes, en tout cas, à avoir développé un esprit critique face, justement, à tout ce qu'ils pouvaient lire sur les réseaux sociaux, etc. Et dans le même temps, il y a une polémique qui a débarqué presque nulle part. Je sais même pas si les gens ont vraiment eu ça, mais qui on t'a prêté des intentions complotistes parce que tu t'es passé sur un média et que c'était un dîner, je pense, et on t'a prêté des intentions complotistes.
Est-ce que tu as eu peur pour ta carrière à ce moment-là, quand on sait ce qui est un petit peu arrivé à Dieudonné, par exemple? Oula, j'ai prononcé un nom. Non, en fait, moi, ce qui m'a fait peur, c'est comment les gens autour de moi ont eu peur. Parce que je me souviendrai toujours. Ah ouais, c'était trop drôle, ça. En gros, j'étais en pleine promo pour mon spectacle. Et il y a des gens qui étaient venus me voir mon spectacle et qui me disent, voilà, on a un site, Cercle des Volontaires, on a une chaîne YouTube et on fait des débats sur l'actu et tout. Et je pense que tu pourrais coller. Oui. Donc, je dis, ok, d'accord, voyez ça avec mon attaché de presse. Non, le rôle d'attaché de presse, c'est d'aller checker et de se dire si c'est bon ou pas. Oui. Et elle s'est dit que c'était bon. Enfin, je sais pas si elle a checké en vrai, mais en tout cas, on cale le rendez-vous et donc j'arrive sur ce dîner, etc. Et en fait, donc voilà, le truc se passe. Et en fait, il s'avère que c'est un média considéré comme complotiste. D'accord. Le truc, c'est que quand je fais la campagne avec le gouvernement pour sensibiliser les gens sur le complotisme, il y a Street Press, un média qui balance cette info-là. Oui. Et alors c'était drôle parce qu'en fait il voulait avoir mon droit de réponse avant de balancer l'article. Enfin, il voulait avoir mon son de cloche plutôt avant de balancer l'article. Et donc moi j'ai rendez-vous au cabinet du Premier ministre avec son équipe et on est en téléphone avec le journaliste. Et moi je lui explique ma démarche, etc. Que dans cette vidéo moi j'ai rien dit ou rien fait de bizarre, donc je comprends pas le. Et je lui dis, mais là, je dois jouer mon spectacle. Est-ce qu'on peut en parler plus tranquillement et comme ça, et pour lâcher l'article après. Et il me dit, ouais, y a pas de souci. Le journaliste me dit ça. Je vais jouer mon spectacle. Et quand je sors de scène, je vois mon portable plein d'appels et tout, et mon associé et partenaire Mourad qui me dit, oh là là. Ils m'ont appelé à ce moment-là, on était en train de négocier avec Endemol pour vendre justement l'émission que j'ai faite sur Canal+ au final. Oui. Ça c'est encore une autre histoire. Ah oui, ça c'est une autre histoire. Ouais. Mais et donc je me retrouve, je sors du spectacle, je sors de la salle et là il y a trois personnes du gouvernement qui m'attendent devant la salle. Wow. Et qui me disent Kevin, ouais, il faut qu'on se voit là, c'est une situation de crise. Je dis, je dois aller à une émission, je devais tourner une émission et tout, machin. Après ton émission. Donc, je me retrouve à 23h30 minuit dans le 18e, dans un café avec eux et mon metteur en scène de l'époque. Ils me disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, machin, ils se prennent la tête. Et là, Mourad qui me dit, ouais, j'ai eu Endemol, il déchire le contrat, machin. C'est allé super loin parce qu'en fait, l'article était sorti. Ah oui, c'est pour ça qu'ils étaient tous en situation de crise. Le journaliste qui avait dit, OK, on s'appelle et après, on voit pour l'article, non, il l'a sorti pendant le spectacle. Wow. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu peur par rapport à ça parce que je voyais tout le monde s'exciter et là t'as peur pour ton boulot parce que tu sais t'es dans un milieu, tu fais de la télé, tout là j'étais surtout vraiment tu là, pouvais pas faire tout le système. Juste après j'allais retourner un truc genre vendredi tout est permis, spécial fin d'année machin, donc j'étais vraiment pile dans le système et là t'as peur, tu dis ah là là ils vont plus m'appeler, alors que j'ai rien fait machin. Mais alors qu'en fin de compte, il n'y avait rien, c'est juste que les gens ont flippé pour eux et ils ont retranscrit tout ce stress sur toi, alors qu'il y avait factuellement rien parce que le gouvernement, après qu'ils aient regardé la vidéo en entier, ils ont dit en fait non, il n'y avait rien. Tout ça pour ça. Ils m'ont dit donc t'inquiète pas, on est derrière toi Kevin. Ils m'ont même reçu après. Le contrat Endemol. Finalement ça a continué, mais fun fact. Je peux me permettre de le raconter. Oui, vas-y, raconte. Donc j'ai une idée de late show. Voilà, j'ai une idée de late show satirique pour parler de l'actualité et je vais absolument le faire sur le service public. Je rencontre dans des circonstances Endemol qui se disent OK, nous on n'a pas l'habitude de faire ça mais on veut le faire, on croit en ton projet. On est post attentat du 13 novembre 2015 et là d'un coup ça prend sens, ils se disent OK, non mais il faut qu'on le fasse et tout. Donc on est en 2016, on signe un contrat d'1 an d'exclusivité. Ça veut dire que pendant 1 an, il y a que Endemol qui aura le droit de produire cette émission. Et avec Mourad, on est impatient parce que janvier, février, mars, avril, il se passe que il y a rien. Et ils nous disent, on leur dit, il faut faire un pilote, faut faire quelque chose. Non, t'inquiète, on a l'habitude, faut attendre et tout machin. Et il se passe rien. Et arrivé en juillet, on en a marre avec Mourad. Et je me dis, attends, j'ai une chaîne YouTube, viens, on fait 2 épisodes, on les met sur YouTube. Donc on dit à Endemol, on va faire l'émission sur YouTube, on va mettre 2 épisodes. Ils nous disent, bon, si vous voulez, on vous donne des moyens techniques, etc. et tout, pour le faire. On fait OK. Et vous nous envoyez les textes, hein. Ouais, on vous envoie les textes. Et on n'a jamais envoyé les textes. Et pourquoi, vous allez comprendre. Le premier sujet, c'était sur Daesh. On expliquait pourquoi c'était des abrutis, comment ça fonctionnait. Et à la fin, je m'adressais à un gars, un Français qui est parti là-bas, en lui disant que si un jour dans sa vie, il voulait tuer un mécréant, il valait mieux qu'il se suicide. Et je lâche mon stylo à la fin en faisant ça. Premier épisode qu'on fait, Endemol, ils ont des frissons. Ils font, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là ? C'est n'importe quoi. Deuxième épisode, c'est sur le vote. On explique que le vote, au final, quand on voit tout ce qui se passe, etc., est-ce que ça sert vraiment et tout, machin. On fait tout un truc, on compare le vote dans tous les pays. Vraiment, là, ils se sont dit, mais vraiment, le truc de Daesh, c'était la goutte d'eau, surtout pour eux.
Et là, ils disent, les gars, là, il va falloir qu'on mette de la sécurité en face de l'immeuble. Oui. Machin. T'as Mourad qui leur dit, c'est surtout Kevin qui va avoir besoin de sécurité. Il dit, ouais, mais là, nous, on peut pas. En l'état, non, il faut enlever. Ou alors, si vous le postez, vous retirez nos noms de tout le générique. L'Endemol ne doit apparaître nulle part, ni ceux de nos employés, personne, rien du tout. Mourad, il dit, ça à Kevin de décider. Et moi, je dis, allez, ok. On va pas changer, on peut pas changer le monde sans prendre de risques. Et je dis, on poste le premier épisode. Ça marche plutôt bien. Deuxième épisode, on a un article dans les Inrocks. Ah là là, nouveau late show, machin. Et après, il n'y a plus d'épisodes. Et les gens disent, c'est quand les prochains? Et là, il y a Canal+ qui nous appelle. D'accord, donc c'est comme ça que tu On a vu rendez-vous, ça vous dirait qu'on en parle, et c'est comme ça qu'on se retrouve chez Canal+ pendant 3 saisons. Wow. Et là, il y a Endemol qui appelle et qui nous dit, alors on a signé chez Canal+, apparemment. On a dit, non, on a signé chez Canal+, on n'a plus rien à voir avec vous. Ah, et... punaise, ça c'est ce qu'on a. Ah, mais tu as mis 2 fois les doigts d'honneur à des gens. Ah ouais, ça c'était... ouais. Ah, ça c'est beau ça. Et pourquoi le contrat s'arrête avec Canal? On saura jamais. Ouais. Donc je voudrais même pas l'exclure. Arnaud, tu as coupé mon micro. Ah oui, d'accord. Oui, bon. Avec Canal+, en fait, on était... Bolloré venait d'arriver. Ok. Il commençait à s'installer tranquillement. Je pense qu'on devait être la dernière émission un peu de gauche satirique qui dénonce des choses. Mais en fait, on n'a jamais été... comment vous expliquer? C'est-à-dire que là, si vous voulez, on aurait pu continuer d'aller chez Canal+ parce qu'on avait nos badges, nos bureaux, etc. C'est juste que, en fait, ils nous ont pas dit. C'est-à-dire que on dit alors pour la rentrée, on va voir. Ouais. Ok, mais sinon, proposez-nous autre chose. On propose autre chose. Ah ouais, non, là, ça va être compliqué. Mais sans jamais que quelqu'un nous dise bon, les gars, en fait, c'est fini. Et en fait, ça a été ça. Et c'est de nous-mêmes, on s'est dit après, quand ils nous disent au fait, faudra enlever vos affaires du bureau et tout machin. Quand on apprend d'ailleurs que mon bureau maintenant c'est celui de CNews, je me dis le switch il est quand même assez incroyable. Et en fait c'est comme ça que ça s'est fini. Et je pense que on n'a jamais eu d'explication officielle. D'accord. Peut-être que c'est tout simplement parce que ça rentrait plus dans leur ligne éditoriale, j'ai envie de dire, et parce que c'était une émission qui était très engagée, qui était très dans la satire, et on a vu ce qui s'est passé avec les Guignols, on a vu ce qui s'est passé avec le petit journal de Yann Barthès qui a migré sur TMC pour devenir quotidien. Oui. Donc je pense que nous, on faisait partie des derniers qui n'étaient plus du tout en adéquation avec la nouvelle ligne, tout simplement. Et comment on se sent quand on a ce nom, mais un nom qui n'est même pas un vrai nom, finalement, c'est un nom lâche. Ouais, et c'est horrible pour les gens qui bossent avec nous. Parce que nous, on avait une dizaine de personnes qui bossaient avec nous. Ouais. Et chaque année, ils nous faisaient le coup Canal. Chaque année, en fait, ils nous renouvelaient fin juillet, mi-août. Ils nous disaient que c'est bon, on repartait pour la rentrée. C'est-à-dire que la première année, on flippe. Après, ça le fait. La deuxième année, on flippe. Ça le fait. La troisième année, on se dit, bon, on a l'habitude, on va anticiper un peu. Et sauf que, et le problème, c'est que tous nos journalistes, etc., nos monteurs, ils se disent, bon, on a l'habitude, sauf que non, les gars, en fait, va falloir chercher du boulot parce que en fait, on n'est pas renouvelé. Et ça, c'est horrible surtout pour les équipes parce qu'elles nous font confiance à ce moment-là. On est à la 3e saison, ça monte en puissance. On a reçu toute la planète entière. Et non, en fait. Donc, et c'est là aussi que je me suis dit ça plus Netflix, etc. Twitch. Plus Twitch aujourd'hui. Parce que le Twitch, je sais pas si tu as commencé une émission, c'était en grande pompe, ça devait être hyper... c'était l'émission aussi. Ouais, chez Webedia, Et après, c'est là que j'ai compris qu'il fallait arrêter de faire des trucs pour les autres et faire des trucs pour soi. Et c'est bien mieux parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de chaîne de commandement. Et aujourd'hui, je me dis que si demain, j'ai envie d'arrêter mon podcast, si je dois arrêter mon podcast, c'est parce que j'ai décidé de l'arrêter et pas l'inverse, tu vois. Waouh, ça c'est bien dit. Waouh, il faut faire les choses pour soi. Merci beaucoup. Quel est ton plus grand rêve? Alors, est-ce que tu penses que tu as réussi aujourd'hui? Non. J'aurais réussi quand je pourrais me dire, là, je suis dans mon canapé, je fais rien. Et si je reste comme ça pendant 1 an, je peux quand même payer mes factures. C'est bien pratique, ça, oui. Ça veut dire que oui. Non, en fait, l'idée, c'est que moi, je veux plus travailler, et j'espère arriver à ce stade, je veux plus travailler pour vivre. Oui. Je veux que le travail il garde sa notion justement de créer des choses qui nous font plaisir. Mais je veux plus que ce soit une urgence. D'accord. Parce que quand on est artiste, certes, on peut bien gagner sa vie. Oui. Il y a des moments où on la gagne moins bien. Et là, c'est l'urgence de trouver du boulot, etc. Et c'est souvent dans ces temps-là qu'on fait les mauvaises décisions et on fait le choix de remplir le frigo, ce qui est logique. Oui. Mais le problème, c'est qu'après, on peut parfois perdre une cohérence dans notre identité, dans ce et les gens, ils ont pas cette réalité-là. Ils voient juste un artiste qui fait des choix. Ils disent, c'est nul, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait une pub pour Kinder Bueno? Et donc, en fait, tu te dis, mais vous avez pas
pas les tenants, les aboutissants de tout ce que va traverser un artiste ou un entrepreneur, hein, c'est pareil. Et donc voilà, c'est pour ça que je me dis, voilà, je préfère me dire le jour, voilà, j'aurais réussi le jour où je ne travaillerai plus pour survivre. D'accord. Et aujourd'hui, ton plus grand rêve? De faire ma comédie musicale, et ça va bientôt arriver. C'est tout ce qu'on te souhaite. Je te dis merci, Kevin. Merci à toi. On est arrivé à la fin. Et merci pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé. Vous avez appris plein de choses. Merci. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Et je voudrais remercier toute mon équipe, tous ceux qui sont là derrière. Prince, pour sa bienveillance. Et écoute, ta gentillesse, ta bienveillance et ton professionnalisme. Et ta gentillesse. Et ta gentillesse. Kristen DC Makeup qui est également ma community manager. Merci beaucoup. Merci à Nalé qui est là. Merci à Fidèle qui est ma meilleure amie, qui me soutient quoi qu'il arrive. Et merci à vous tous. Vraiment. Merci beaucoup. Et à la prochaine.